Mon nom est François Baccelli, je suis membre de l'Académie des sciences. Je travaille essentiellement dans le domaine informatique, réseau de communication, mathématiques des réseaux. Le sujet, comme vous le savez, sur lequel l'Académie m'a demandé de préparer un document est celui des constellations de satellites en orbite basse et moyenne et tous les réseaux de communication et d'information qui sont actuellement développés sur ces constellations. L'actualité le montre, hein. Vous avez dû entendre parler dans la presse, par exemple, du nouveau projet d'Elon Musk de lancer cette fois-ci, non pas simplement des réseaux de communication dans l'espace, mais de véritables centres de calcul dans l'espace. Alors ces satellites ont des capacités à la fois de communication, ils apportent, et ça c'est un aspect très important, ils apportent l'Internet, avec une qualité suffisante dans des régions qui jusqu'à maintenant n'étaient pas couvertes. Il y a un projet qui s'appelle O3B, c'est The Other 3 Billion. C'est les 3 milliards d'êtres humains qui n'ont aucune couverture, ni téléphone, ni Internet. Et donc, à terme, s'il y a une utilisation raisonnée et raisonnable de l'espace, vous apportez à ces 3 milliards de personnes quelque chose qu'ils n'ont pas et qui est, dans certains aspects de la vie, absolument essentiel. Apporter une capacité de communication haut débit dans un hôpital en Guyane, c'est quelque chose dont on peut mesurer les aspects très, très positifs. Et ces réseaux ont des propriétés tout à fait étonnantes. Ce qu'on appelle le RTT, le Round Trip Time, dans ces réseaux, quand on regarde les communications entre un continent et un autre, ces temps de réponse de bout à bout étaient plus courts dans ces réseaux que dans les réseaux terrestres. Donc tous ces aspects conduisent actuellement à l'existence d'un grand nombre de projets de cette nature. Il y a en effet tout un ensemble de projets aux États-Unis. Il y a le projet d'Amazon qui est en cours de développement. Il y a en Chine au moins 2 grands projets qui se chiffrent aussi en dizaines de milliers de satellites en orbite basse. Il y a un projet européen qui est plus limité, hein, qui s'appelle IRIS², qui est un très beau projet, qui a essentiellement pour but d'assurer des communications sécurisées entre États au niveau européen. Mais en regard des aspects positifs, il y a des aspects négatifs qui sont déjà très bien identifiés, notamment sur l'astronomie, la perturbation à la fois dans l'astronomie optique et en radioastronomie. Il y a un impact négatif aussi du point de vue de la pollution de la haute atmosphère, voire de la pollution à la fois au moment des lancements, mais au moment du retour des satellites en fin de vie dans l'atmosphère terrestre. Et puis il y a des enjeux de densification des orbites. Je vais vous donner un exemple concret. C'est le nombre de mesures d'évitement qui sont actuellement mises en œuvre par Starlink par an. C'est à peu près 100 000 l'ordre de grandeur, mesures d'évitement. Et ça, c'est la configuration actuelle de Starlink, qui a à peu près 10 000 satellites en orbite basse. Ce qu'il faut savoir, c'est que les autorisations données à Starlink sont de l'ordre de 40 000 satellites dans quelques années, pour les orbites basses. On a un manque de connaissances scientifiques et en même temps un danger tout à fait réel de développement de ces collisions qui pourraient avoir des impacts absolument très, très négatifs sur tout un ensemble de domaines. Si vous avez un nombre excessif de satellites en orbite qui sont, mettons, mal contrôlés ou certains deviennent inactifs, on ne peut plus les contrôler, l'hypothèse du syndrome de Kessler est une réaction en chaîne qui pourrait créer une sorte pour certaines altitudes orbitales, une incapacité à utiliser l'espace pour d'autres missions que celle-là. Alors on voit que ce sont des problèmes scientifiques extrêmement concrets, extrêmement difficiles, sur lesquels les scientifiques peuvent apporter des réponses très concrètes, n'avoir
que trop peu de régulation, ne pas mesurer les impacts négatifs, ne pas les prendre en compte et ne pas avoir de règles d'utilisation des ressources qui soient appuyées sur la raison et qui répondent au principe de partage de ces ressources, de partage équitable et de partage positif. On en est un peu là, et donc c'est vraiment très important que que les décisions s'appuient sur la connaissance scientifique qui finira par se développer si elle est mise en lumière et programmée. Et donc les scientifiques ont beaucoup à apporter pour essayer d'essayer d'édicter à terme des règles de bonne utilisation de l'espace qui préservent à la fois les aspects positifs et qui essaient de contrôler les aspects négatifs qui sont très bien identifiés.